Jordan. C'était fabuleux. Non, parce qu'en fait, Among Us, c'est quoi ? C'est un espèce de loup-garou, mais un peu dans une sorte de vaisseau dans l'espace. Et quand on est imposteur, on doit tuer les gens sans se faire repérer. Et tu as le droit aussi de passer par des trappes pour te déplacer d'une zone à une autre. Et j'ai cliqué sur une trappe pour me déplacer devant tout le monde. Donc c'était impossible que je puisse me défendre. Et quand on a dû accuser quelqu'un, j'ai dit ok, tuez-moi. Enfin, j'ai mis ce clic. C'est que les imposteurs qui ont accès aux trappes ? Ouais, ok. C'est ça. Mais attends, Dead Winter, je sais pas si vous connaissez. J'ai entendu parler. Mais en fait, c'est pareil, c'est un jeu de rôle. Enfin, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu à rôle caché. Jeu de plateau. Non, c'est pas le jeu de plateau. J'ai vu Catherine. Non, en mode, putain, un JDR que je ne connais pas. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être pas d'en parler maintenant, mais peut-être dans une future chronique, parce que là, on va commencer l'épisode 23, le Contrecast. C'est parti. Le Contrecast, c'est quoi ? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous. Et on commence par un traditionnel tour de table avec celle que je n'avais pas revue depuis plus de 6 mois. Bonjour Ania. 6 mois ? Bah ouais, depuis avant le confinement en fait. Ah bah oui, c'est vrai qu'on s'est pas revus entre deux. Parce qu'en 2020, il s'est passé des choses. Oui, non, mais parce que je pensais à plein d'événements VHS, mais en fait, pas du tout. On a fait des événements, mais pas en même temps. Exactement, on s'est parlé, mais croisés quelque part. À distance, mais pas en physique, donc ça faisait plus de 6 mois. Et bah écoute, ça va, 6 mois, toujours vivante, toujours en télétravail, toujours très heureuse de mon statut en télétravail. C'est bien. Désolé, t'as sorti ta grotte pour nous ce soir, mais c'est cool. Non, mais voilà, je suis quand même très contente de revoir les gens du podcast et voilà. Et toi, comment tu vas ? Bon, ça va toujours bien, mais t'as pas répondu à la question que je t'ai pas posée. Tu parles de quoi aujourd'hui ? Je vais parler d'un manga qui est assez connu et qui s'appelle Haikyuu. Très bien, je ne connaissais pas avant que tu m'en parles. On continue le tour de table avec celle qui a assisté à tous les épisodes depuis qu'elle a rejoint la team. Du coup, ça fait 2 fois. Bonjour Julie. Bonjour, facile. Comment tu vas ? Ça va bien, écoute, voilà, content d'être ici, content d'être dans le beau studio. Le vaisseau, on dit le vaisseau. Les gens ne savent pas que c'est un studio normal. Mais non, c'est un studio dans le vaisseau. Ah, c'est vrai, mais oui. Parce que le vaisseau, il y a plusieurs pièces et il y a le studio pour enregistrer. C'est ça, tout à fait. De quoi tu nous parles aujourd'hui ? Je vais vous parler d'un roman de science-fiction post-apo qui s'appelle Énigme Marcheur. Très bien. On continue le tour de table avec celle qui est désormais officiellement ma voisine et avec qui on se raconte même les potins du conseil de syndic. Bonjour Ellie. Ah super, bonjour. C'est vrai, tu peux pas. On a parlé juste avant dans le métro. Ah oui, non, c'est vrai. Comment tu vas ? Très bien, comme Ania, télétravail, j'aime beaucoup, surtout mettre du bon son sur les enceintes, c'est vraiment de la joie. Donc oui, du coup je vais bien et toi ? Moi ça va toujours bien depuis tout à l'heure. Je réponds pas toujours à la question, mais oui, ça va, moi très bien. J'aime bien aussi le côté télétravail. Et de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle We Happy Few, que j'ai terminé cet été. Ah, pas mal. Ça m'intéresse d'en parler en plus parce que je voulais me faire. Et on finit le tour de table avec celui qui sera un petit peu plus en retrait ce soir, mais qui n'hésitera pas à faire des petites interventions si besoin. Bonjour, Queutrus. Bonjour. C'est très sage, très stimulant. T'as vu, c'était enjoué, bonjour. Bonjour. Je suis sage. Comment tu vas, Queutrus ? Très bien, merci. Ils sont où tes parents dans la salle de bain ? Ils sont là-bas. Okay. Fais coucou à la caméra. Je te demande pas de quoi tu nous parles, parce que t'es un peu notre DJ de la soirée, on peut dire. C'est ça. C'est ça, voilà. C'est ça, attention. Animateur, DJ. Il est là. DJ, attention. Mais t'as le droit d'être là quand même, c'est cool. Ouais, merci. On est content. Eh bien, on va commencer tout de suite avec le premier sujet. J'ai longtemps été intrigué par le jeu dont va nous parler Hailey aujourd'hui, et au final, j'ai même été jusqu'à l'acheter car elle était en promo 6 ou 7 euros. Mais très honnêtement, j'aimerais bien être convaincu par ce que tu vas nous dire sur We Happy Few pour savoir si je retire un jour le blister de sa boîte. Oui, du coup, je vais vous parler de We Happy Few, qui en fait, je voulais parler de ce jeu parce qu'on avait un défi avant qui était de reprendre un jeu ou un livre qu'on n'avait pas vu depuis 6 mois ou plus. Et en fait, on m'avait offert ce jeu il y a 1 an, je crois. J'ai dû faire quelques heures, puis j'ai fermé. Et là, j'ai repris cet été, j'avais envie de le faire. Et en fait, We Happy Few, c'est un jeu indépendant du studio canadien Compulsion Game, qui est en fait connu en fait, ils ont lancé un jeu pour le lancement de la PS4 qui s'appelait Contrast. Et donc, ils sont connus pour ce premier jeu.
Et en fait, en juin 2015, le studio a lancé une campagne Kickstarter pour We Happy Few, qu'ils ont réussi à atteindre donc l'objectif 6 jours avant sa campagne. Donc je crois qu'il y avait à peu près plus de 7000 bakers dessus. Et ensuite, durant le 3 2016, donc on a eu l'annonce et on a surtout eu droit à la première preview du gameplay. Donc en fait, dès la vision de ce preview, beaucoup diront que ce jeu fait beaucoup penser à BioShock et aussi à Dishonored dans le côté un peu infiltration, je ramasse les corps et je les jette. Et en fait, l'univers est totalement dystopique et un peu très coloré à la Austin Powers sous LSD, quoi. Et ce qui m'a vraiment attirée dans ce jeu, c'est cette histoire de Joy, qui est en fait une pilule / drogue que les gens prennent en fait pour être heureux, pour voir la vie en rose, pour être de bonne humeur. Et en fait, ça fait vachement penser aussi un peu à Matrix avec le concept de la pilule bleue et la pilule rouge. Et ensuite, l'été qui a suivi c'était 3 à 2016, le jeu est sorti en Early Access sur Xbox One et sur PC. Et là, les retours sont franchement pindingues. En gros, il y a beaucoup de joueurs qui ont été déçus par... en fait, il y a un aspect survival qui était beaucoup trop présent. Et puis d'autres qui se sont dit clairement, par rapport à ce qu'on a vu au preview le trailer de l'E3, c'était pas ce qu'ils attendaient, quoi. Et bon, suite à ça, il y a eu pas mal de changements. Donc en gros, il y a eu des mises à jour, mais surtout, le jeu n'avait pas d'éditeur. Et là, paf, il y a Gearbox, qui est l'éditeur de Borderlands, qui s'est greffé au projet. Du coup, les devs ont commencé à écouter un peu... Enfin, pas qu'ils écoutaient pas avant, mais ils ont écouté les retours, en gros, des joueurs. Et ils ont en fait un peu plus effacé l'aspect survie pour laisser un peu plus place à l'histoire. Donc surtout, We Happy Few, c'est quoi ? C'est un jeu d'aventure semi-ouvert, en vue FPS. Donc si vous aimez pas ça, vous droppez, hein, vraiment. Non, mais parce que j'en avais parlé à des potes, ils m'ont dit « Ah, vue FPS !» C'est non. Donc il mêle aussi des éléments RPG, infiltration et combat. Donc il y a aussi des éléments de crafting, donc pour les armes, pour les soins, etc. Et puis toujours cet aspect survie, qui est basé en fait sur l'endurance, la faim et la soif. Donc il va falloir bien gérer tout ça. D'ailleurs, si vous aimez pas ça, le survival, vous pouvez passer en mode facile. Et là, vous êtes focus que sur l'histoire. En fait, dans le menu, en gros, vous pouvez enlever pas mal de trucs pour que votre expérience soit un peu meilleure. Et le jeu est surtout très scénarisé, puisque en fait, vous allez incarner le jeu se fait sur 3 actes, donc 3 actes avec 3 personnages. Donc le premier, c'est Arthur Hastings. Le deuxième acte, c'est avec Sally Boyle, et le dernier avec Holly. Donc 3 personnages, 3 actes. L'histoire se déroule en 1964. Donc l'Angleterre a perdu la Seconde Guerre mondiale et la population anglaise semble être sous la domination allemande. Et en fait, pour continuer à avoir la vie en rose et ces jolies hallucinations, certains ont pris en fait cette pilule appelée la Joy. Et en fait, cette Joy, à forte dose, elle cause vraiment des troubles de la mémoire, ce qui en fait est un peu ce que recherchent certains par rapport à des faits qui se sont passés dans le passé, qui veulent justement oublier ce qui s'est passé et y voir une sorte d'avenir. En fait, c'est comme s'ils se voilaient la face et ils veulent juste voir un avenir un peu plus prometteur qu'en l'état actuel des choses. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, le monde dans lequel vous allez évoluer est assez triste, pollué, voire presque sans perspective. Donc le but, ça va être de survivre dans ce monde un peu, pas très chaotique, mais un petit peu quand même, où en fait vous cohabitez, c'est privilégié parce que tout le monde ne peut pas prendre cette joy. Donc vous êtes quand même privilégié de pouvoir utiliser cette drogue. et ensuite, il y a ceux qui ne peuvent pas ou qui ont arrêté de prendre cette joy qu'on appelle les rabat-joie. Et en fait, ces rabat-joie sont aussi... vous êtes aussi catalogués comme rabat-joie si vous commencez à agir de manière un peu bizarre. C'est-à-dire, vous mettez à courir, à vous accroupir, à pas respecter le couvre-feu. Si vous rentrez pas dans le moule, en fait. Et tout ceci a été pensé pour le bien de tous.
Tu parles de l'actualité, là, c'est ça? C'est un peu flippant, hein. Et en fait, dit comme ça fait vraiment très secte, quoi. Ah, c'est le gel hydroalcoolique, en fait, c'est ça. Le Joy. Qui rend heureux. Donc, en gros, votre premier personnage, qui s'appelle Arthur Hastings, qui est comme dans Hercule Poirot, est un rédacteur du journal du Wellington Wells, donc en fait la ville dans laquelle vous allez commencer. Et en fait, il faut savoir que même le journal dans lequel vous travaillez est censuré, parce que évidemment, en fait, votre premier move sera de sélectionner en fait les nouvelles que vous allez traiter, et surtout que vous vivez dans un monde où vous devez partager que les bonnes nouvelles, sinon c'est pas drôle. Et en fait, c'est en parcourant les articles, là je vous raconte à peu près le premier niveau, c'est en parcourant les articles que vous allez tomber sur une news qui parle de votre frère qui s'appelle Percy, et en fait ça va vous bouleverser, vous allez avoir des flashbacks qui vont vous revenir, comme ce passage où vous voyez votre frère être envoyé en déportation en Allemagne alors que vous n'étiez que des enfants, et ceci est un peu la conséquence horrible des horribles décisions du gouvernement anglais à l'époque. Donc vous allez être comme rongé par les remords, et surtout vous avez l'envie de vous souvenir de ce qui s'est passé et de retrouver votre frère. Donc le deuxième mot, ça va être vous avez le choix entre prendre ou ne pas prendre la Joy. Donc en gros, si vous la prenez, vous décidez d'oublier. Et là, ce qui est marrant, je vous spoil un tout petit peu, c'est que le jeu s'arrête, vous avez les crédits. Ah non. Et donc du coup, le but c'est quand même de ne pas prendre la Joy. Et c'est là que vous commencez à voir le monde tel qu'il est. C'est-à-dire que vous n'avez plus les effets, les hallucinations en mode « Oh, c'est tout beau, tout rose ». Et en fait, la scène suivante, vous êtes invité par vos collègues de bureau pour une piñata. Mais une piñata pas comme les autres. Et vu que la Joy, elle fonctionne pas du tout sur vous, en fait, vous allez vous vomir d'horreur et de dégoût à la vue de ce qu'était vraiment cette piñata. Je vous en dis pas plus. Moi, j'avoue, j'étais là, je fais « Ah oui, d'accord, ça va, c'est tranquille ». Et du coup, face à ça, donc votre chef, qui s'appelle Victoria Byng, comprend que vous êtes en train de devenir un rabat-joie. Et du coup, elle commence à appeler les policiers de cette ville, qui s'appellent les Bobbies, qui sont en fait des policiers anglais, vraiment à la touche anglaise, et qui traquent en fait tous les rabat-joie. Donc votre but, ça va être de fuir tout ça. Et ça, c'est le premier niveau, donc ça vous permet de découvrir le gameplay, l'inventaire, de loot quelques objets par-ci par-là, et des notes aussi qui vont vous être utiles par la suite. Et en fait, du coup, vous allez parcourir plusieurs districts, et chaque district a à peu près sa particularité. Par exemple, vous allez avoir des endroits où il y a des gens qui ont la peste, ou sinon vous avez des endroits où il va falloir avoir un certain costume pour pouvoir être accepté pour tout le monde, pour pas que les gens se méfient trop de vous. Et d'ailleurs, quand vous avez, par rapport à la peste, va falloir crafter une petite seringue pour ne pas être contaminé, quoi. Donc là, je vais vous parler plutôt de mon expérience personnelle du jeu. Donc je l'ai terminé, je crois, à peu près 30 heures, 40. J'inclus les quêtes principales et les quêtes secondaires avec 50% de trophées, parce que je sais que Jordan aime bien ces petites données. C'est important. Les chiffres. Voilà, et c'est sur PS4 que je l'ai fait. Et en fait, mon ressenti, c'est que ce jeu, il aurait pu être tellement cool, mais vraiment. Mais son exécution et sa finition, ça m'a posé problème, et ça aurait pu être mieux optimisé. En fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'histoire de chaque arc. Donc j'étais vraiment contente d'avoir fini, parce que l'histoire vaut vraiment le coup. Par contre, les bugs et les glitches, c'est un enfer. Ça m'a rendue complètement folle. Je vais vous raconter l'un de mes pires bugs. En gros, il fallait que je crafte un bleu de travail. Et en fait, il y a une denrée rare dans ce jeu, qui sont les trousses de couture. Donc en fait, on peut pas... Soit il faut rentrer dans les maisons et voler, ou soit il faut tuer les petites mamies qui passent. Et quand tu tues, forcément, tu es suspect, et tu as tout le monde qui vient te voir, donc il faut te cacher, enfin, tout ça. Et du coup, j'ai réussi à faire mon bleu de travail, tout ça, et je le mets dans un espace de stockage. Et je me dis, bon, je le laisse là, et puis je fais une mission secondaire, je reviens. Plus de bleu de travail. Là, je fais, mais c'est pas possible, je l'ai mis, c'est sûr, en plus j'ai sauvegardé. Donc j'ai perdu 3 heures, en gros, à refaire ce bleu de travail qui nécessite au moins 2 ou 3 trousses de couture. Donc déjà que c'est compliqué de les trouver,
ça m'a saoulée. Mais en plus, le pire, c'est que si j'ai pas ce bloc de travail, je ne peux pas avancer dans la quête principale. Donc je suis bloquée. Donc voilà, ça j'étais très très salée à ce moment-là. Et t'aurais pu tuer des petites mamies sur la route Du coup, j'ai fait que ça. Oh. J'ai À passer 3 heures à tuer des mamies. C'est pas de ma faute. Non, mais c'est le jeu. l'enfer. Et donc, du coup, la progression est assez linéaire et scénarisée. La narration est plutôt bien amenée. Mais voilà, il y a quand même pas mal de va-et-vient. Certains diront peut-être quête FedEx. Et en fait, ça peut vite se montrer redondant. Parmi d'autres défauts aussi, je souligne aussi les petites phases de combat en fait, qui sont un peu mal conduites, je dirais. Et la gestion un peu laborieuse des sauvegardes et de l'aspect survival. Enfin, l'aspect survival, c'est juste que ça peut se montrer parfois pénible à certains moments. Donc voilà, je pense ce jeu, on y prend vraiment plaisir les 10 premières heures. Parce que voilà, on découvre, la bande-son est au top. Et puis après, passer ces 10 heures-là, on se dit, bon, ok, en fait, je vais juste continuer pour l'histoire. Parce que les missions à la FedEx, ça commence un petit peu à me saouler. Et puis voilà. Et après, parmi les 3 actes, enfin les trois arcs, mon préféré, c'est celui d'Arthur. Donc c'est le premier et c'est le plus complet et c'est le plus long. Et après le deuxième, donc on suit une femme, Sally. En fait, ce personnage me sortait par les yeux. Donc du coup, aucune affinité. Ça aurait beau être une femme, du coup, je me sentais pas du tout proche de ce personnage. Et j'ai trouvé ça pénible. Et troisième, même si la fin, je trouvais ça cool, mais du coup, troisième arc, celui avec Holly, et c'est celui qui m'a le plus bouleversée. Vraiment, j'étais là, j'étais complètement sur le cul. Et du coup, t'avais arrêté à quel moment J'ai fait les 3 arcs. Non, mais tu t'as dit que t'avais repris au bout de plus de 6 mois. Tu te souviens à peu près à quel moment t'étais je sais plus, j'ai dû faire le premier niveau en fait. D'accord. Après, j'ai dit, j'ai dû être sur un autre jeu après. Donc, en gros, si je devais un peu résumer, je dirais la direction artistique, l'univers et la bande sonore, très pop anglaise des années 60. Franchement, c'est vraiment trop cool. L'esthétique, elle a l'air dingue, ouais. quoi. Hein. C'est vraiment... je dis, c'est beaucoup trop cool. Mais voilà, j'ai également beaucoup aimé l'humour présent dans ce jeu. Parce qu'en fait, Arthur Hastings est quelqu'un de très bavard et qui a de la répartie assez marrante. Et surtout, ça c'est un doublage british comme on aime. Hein. Ça c'est, comme je disais, Austin Powers, c'est un peu dans ce style-là. Après, il y a alors l'humour est sous sa forme décalée aussi bien dans les dialogues, mais même sous sa forme. Par exemple, il y a un moment, on doit aller dans un club un peu sadomaso. C'est quand même assez drôle. Et surtout, il y a des parties de Jacques Haddy. Et moi, ça m'a fait éclater de rire. Enfin, il y a plein de trucs décalés qui vraiment m'ont fait vachement plaisir. Du coup, l'immersion est plutôt cool. Et voilà, c'est ce qu'on retient en fait finalement du jeu, c'est que c'est juste ça. Après, le niveau du jeu, à part ça, et malgré les mises à jour, ça reste quand même beaucoup buggé, redondant sur la durée. Et du coup, la grande question, est-ce que je le recommanderais ? Faut savoir que quand c'est sorti, c'était à 60€. Alors clairement non, à 60€, non. Après, il a été en promo à 10€, puis après à 7, comme tu disais, Jordan. Il a été gratuit sur le Game Pass. Et franchement, s'il est gratuit sur le Game Pass, j'aurais dit oui. C'est clairement. En vrai, j'aurais pas. Bon, si on me paye pour y jouer, voilà, c'est bien. ça. Voilà. Ne payez pas pour y jouer. Non, en fait, c'est vraiment. Moi, j'étais vraiment contente de l'univers assez dystopique. C'est un truc qui m'attire vachement. Mais voilà, c'est vraiment pour les plus curieux. Après, alors, il me semble qu'il y a eu 3 DLC. Qui s'appelle They Came From Below, Light Bearer et We All Fall Down, le dernier d'ailleurs, que j'ai pas fait. J'ai fait aucun des DLC. Mais voilà, franchement, j'ai passé un bon moment parce que j'ai vraiment aimé la fin de chaque arc. C'est un peu ce qui a un peu sauvé mon impression du jeu. Mais clairement, oui, ça vaut entre gratuit et 10€. Voilà, pour être très honnête. Voilà. C'est très méchant, mais ok. Ça me fait un peu penser à
Enfin, c'est méchant, c'est ce que je veux dire, mais on dirait un jeu Bethesda, quoi. C'est qu'il y a un univers. Non, mais c'est méchant, mais je justifie. Il y a un univers attirant et peut-être qu'il est un peu sous-coté et au final, on le brade relativement vite et on n'en parle même plus, quoi. On avait limite oublié que c'était sorti. Enfin, moi, le sentiment que j'ai eu de ce We Happy Few, c'est ah ouais, ça a l'air cool, ça sort bientôt. Et mais en fait, il est sorti il y a 3 mois déjà. Enfin, j'ai l'impression la com a été très mauvaise autour du jeu et. La com a été très mauvaise parce que les retours de l'Early Access ont été très mauvais. Et moi, j'étais quand j'ai vu le jeu, l'annonce, j'étais comme une dingue parce que je me dis tiens, un jeu qui sort un peu du lot, qui fait un peu Dishonored, BioShock, tout ça. Et en fait, c'est vrai que les bugs, j'ai pris beaucoup sur moi, quoi. Vraiment. Mais après, voilà, comme je disais, l'histoire est vraiment sympa. Mais ils auraient pu faire tellement un truc incroyable. En fait, c'est frustrant. Il y avait le potentiel, quoi. Mais la finition, elle n'était pas là. Ouais, c'est tout ce que je dirais. C'est bien résumé, je pense. Anya, t'avais entendu parler, je pense, de ce jeu. Oui. Et je l'ai pas acheté justement parce qu'il s'est fait défoncer. Il s'est clairement fait défoncer à la sortie. Et effectivement, je me voyais pas payer 60 € pour un jeu qui était non seulement connu pour être ultra buggé, mais en plus très pauvre narrativement et dans le gameplay. Donc je m'en suis arrêtée là. J'ai effectivement vu, j'avais suivi, j'attendais de me motiver avec la baisse des prix parce que je crois qu'il était pendant un très très bon moment, il était à 29. Et puis là, comme vous le dites, il est beaucoup moins. Donc ça vaudrait peut-être le coup, mais j'avoue que je faisais partie des personnes hyper hypées suite aux premières previews de l'E3. Parce que c'est exactement le genre de jeu sur lequel j'aurais bien aimé me lâcher. Et finalement, la hype est un peu redescendue. Du coup, je sais pas si je le ferai. Je sais pas si je le ferai, très honnêtement. Je sais pas si ça en vaut le coup ou pas. J'ai l'impression que ça en vaut le coup puisque Ailey a quand même des bons retours sur l'ensemble, sur le contenu. Sur le contenu principal. Mais voilà, ça reste un grand mais pour moi. Entre gratuit et 10 €, ça reste un mais pourquoi pas. Peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Mais je peux comprendre, le prix fort, c'est un peu dommage. Que Trus, toi, l'univers, t'as parlé un peu? Moi, j'ai regardé un let's play de Ouais. ce jeu. J'ai regardé, je crois que c'était Atomium. Et j'ai kiffé, en fait. Je crois pas avoir été jusqu'au bout. Lui non plus, d'ailleurs. Et tout ce qui est premier chapitre, c'est incroyable, en fait. Le coup de la piñata, tout ça, moi, je trouve ça génial. Après, voilà, t'as l'impression que c'est un concept super bon, dans un monde intéressant, et qui n'a pas été jusqu'au bout. Et je confirme, l'humour, c'est vraiment drôle. C'est un jeu qui est drôle. Et la DA, en fait, du jeu, moi, je la trouve géniale, parce qu'elle est vraiment osée. Et ça n'a pas dû le servir, en plus. Mais les gueules des bobbies, c'est génial. incroyable, quoi. C'est vrai. Ils ont vraiment des sales gueules. En fait, c'est angoissant, un peu. C'est tu vois, presque grotesque, un peu C'est ça. clown, C'est exactement. clown chelou. c'est grotesque et en même temps, tu vois, il y a une réflexion sur le monde actuel et tout ça que je trouve intéressante. Alors après, elle est peut-être trop superficielle, je sais pas. Tu parles de la drogue pour rendre heureux et oublier les choses graves ou... Ouais, c'est ça, le fait de le politiquement correct ou pas, ce que tu dois dire, parce qu'en fait, c'est ça la réflexion, quoi. Et du coup, voilà, et puis c'est dystopique, donc moi je suis très friand aussi de la SF dystopique. Donc voilà, moi j'avais passé un bon moment à regarder le let's play, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Et peut-être que ça pourrait me donner envie à Julie, qui ne joue pas beaucoup, de regarder directement le jeu. Ouais, c'est vrai un peu que j'ai regardé un petit peu juste des images. Et l'esthétique, je la trouve super cool. Justement, ce côté hyper pop, psychédélique, tout déformé aussi, parce que je pense que c'est une façon aussi de mettre en lumière la drogue et les déformations que ça crée. Et c'est vrai que c'est des images que t'as pas l'habitude de voir et qui te donnent envie. Ok. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir parlé de We Happy Few, donc, qui est dispo depuis quelques mois maintenant et qui vaut à la base 70 €, mais qui serait intéressant entre gratuit et 10. Exactement. J'ai pas mal réfléchi à cette intro, à comment j'allais pouvoir présenter le sujet, mais je crois que je suis parti trop loin en essayant de vous faire une sorte de jeu de piste pour, au final, ne pas réussir à trouver une solution à cette énigme marcheur. Je crois que je vais laisser la parole Julie vite pour enchaîner après cette vanne pourrie. Pardon. Ok, bravo. Non, c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est ma pire intro, mais vas-y. On va rentrer dans le vif du sujet. On passe d'un univers très, très coloré à un univers beaucoup plus sombre. Je vais vous parler de ce roman
SF post-apo, Énigme Marcheur, écrit par l'auteur britannique Russell Hoban, publié en 1980, et dont le titre original est Ridley Walker. L'histoire se déroule dans le sud-est de l'Angleterre, dans le Kent, mais dans plusieurs siècles, très exactement en 2347, après qu'une catastrophe nucléaire de très grande ampleur ait frappé la Terre. L'humanité n'a pas complètement disparu de la surface de la planète, mais elle a brusquement régressé. Une très grande partie de la population a été décimée et les restants se retrouvent finalement dans un état très proche de l'âge de fer. Il n'y a plus de télécommunications, plus d'électricité, tout le monde a fui les villes et les seuls êtres humains vivent pour l'essentiel dans des forêt et ils sont dans un état de survie perpétuelle. Ils sont notamment menacés par la rudesse de la vie, la maladie, beaucoup de violence entre les camps de survivants et puis surtout ils sont attaqués par des chiens sauvages la nuit. Donc c'est fun, l'avenir est super et on va suivre dans ce roman les pérégrinations d'un jeune garçon de 12 ans qui s'appelle Énigme Marcheur et qui décide, parce que 12 ans c'est l'âge de raison, c'est l'âge auquel il entre dans la vie d'homme et puis il décide d'entreprendre une quête pour comprendre l'origine de la catastrophe qui a détruit la civilisation et par la même occasion va décider d'écrire cette histoire. Et c'est ce personnage qui va être le narrateur du roman, on est placé de son point de vue. Donc l'humanité a énormément régressé et cette régression, elle va s'appliquer également à la langue qui est utilisée par les êtres humains. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 siècles, le parler et l'écrit a complètement dégénéré et ne ressemble plus du tout à la langue qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est cette langue dégénérée qui est celle qui est utilisée par le narrateur Énigme pour écrire son histoire. Et c'est donc cette langue-là qu'on lit. Donc on ne lit pas... Alors, je l'ai lu en français traduit, parce que je pense que j'aurais été bien incapable de le lire en anglais, dans une neuve langue en anglais. Mais donc on lit une langue qui n'existe pas, dont l'orthographe en fait est complètement distordue. Et on a un langage qui est quasi phonétique. Donc on est proche du langage SMS. Et en fait, on arrive à lire le bouquin presque en le lisant à haute voix. En tout cas, en le lisant à haute voix dans sa tête. C'est comme ça qu'on arrive à reconstituer les phrases. Pour vous donner une idée, ça fait un petit peu la même impression que si on lit un patois ou du créole. C'est-à-dire qu'en le lisant, on voit les mots, on les connaît pas, mais en les prononçant à haute voix, on retrouve des racines qu'on connaît et puis on arrive à reconstituer les phrases. C'est quand même suffisamment transparent pour qu'on comprenne le sens, même si parfois ça prend un peu de temps. Donc ce qui est très intéressant dans ce roman, bien évidemment le thème du SF post-apo, c'est un thème très classique, mais ce qui est complètement novateur, très très original, c'est cette forme-là, c'est cette neuve langue qui a été créée par l'auteur pour écrire son bouquin. Il a mis près de 5 ans pour écrire un roman qui fait, moins de 300 pages, donc c'est très, très laborieux comme travail. Et le travail de linguiste qu'il a fait, c'est hyper intéressant. En fait, il est parti d'évolution de la langue anglaise sur les derniers siècles et il a un peu reproduit les évolutions qu'il y a déjà eu dans le passé pour projeter finalement ce qui pourrait être la langue anglaise dans le futur. Voilà, donc il s'est inspiré d'évolutions notamment du Cockney à la fin du XXe siècle, donc finalement pas si loin de nous. Et l'auteur raconte que à la fin de ses 5 longues années d'écriture, il avait perdu tout son orthographe et depuis il n'écrit plus très bien. Voilà. Et c'est d'ailleurs assez drôle parce qu'il est par ailleurs plutôt auteur de livres pour enfants. Donc c'est un petit peu son seul roman, un petit peu complètement à part.
Donc ça, c'est vraiment pour la forme qui est très... j'ai jamais lu d'œuvre comme ça. C'est très, très particulier. La lecture, je vous le cache pas, est assez difficile au début. Il faut vraiment s'accrocher. On lit pas 5 minutes comme ça dans le métro, il faut se plonger dedans, on met quand même 10 minutes, un quart d'heure avant de retrouver le sens de ce langage. Donc Surtout à haute voix dans le métro. Voilà. Donc 5 ans pour l'écrire, je pense que j'ai jamais mis autant de temps pour lire un livre qui fait 300 pages et qui est écrit gros, quoi. C'est vraiment, j'ai mis, je crois, 6 mois pour le lire parce que la lecture est tout aussi laborieuse que l'écriture. Mais c'est aussi parce que c'est un roman qui est quand même extrêmement sombre. Ça nous plonge quand même dans un monde qui est évidemment très violent, qui est terrible. Et la langue, en fait, elle projette directement l'imaginaire sur ce monde qui est vraiment plongé dans l'obscurité. En fait, il y a une perte des savoirs qui est totale. Les humains, en l'espace de 3 siècles, ont absolument tout oublié de l'ancien monde. La langue, finalement, elle garde encore en mémoire des bouts d'histoire, mais c'est très vague, c'est très approximatif. Et les humains continuent à utiliser des mots, mais qui complètement déconnectés de leur sens original. Et dans ces mots, finalement, un peu capsules, on arrive un peu à entrevoir ce qui s'est passé. Donc je l'ai dit, il n'y a plus d'électricité, plus de communication. Et en fait, en 300 ans, les hommes ont absolument tout oublié. Les seules choses qui restent, c'est finalement l'oralité et l'histoire qu'on s'est racontée de génération en génération. Mais finalement, il y a beaucoup d'informations qui sont perdues. Et alors, les énigmes, par exemple, parlent très souvent de la catastrophe qui a eu lieu il y a 300 ans, qui a mis fin à la civilisation. Il en parle, et tout le monde en parle comme étant le grand boom, mais en fait, personne ne sait vraiment ce que c'est. Personne n'est capable d'expliquer ce qu'est une explosion nucléaire, parce que tous les savoirs scientifiques se sont perdus. On est vraiment à l'âge de fer, donc il y a le fer, c'est un matériel qui est hyper important, mais ils sont plus en capacité de le produire, donc ils vont déterrer des tracteurs qui sont enfouis dans la boue depuis 3 siècles, et c'est un trésor complètement fou parce qu'ils sont plus capables de fabriquer cette matière. Et les reliques du passé, elles sont quasi devenues magiques, ou enfin font l'objet d'une vénération qui est complètement déconnectée. C'est-à-dire qu'ils vont trouver un tracteur et puis ça va devenir un mausolée. Parce qu'ils s'imaginent qu'il y a quelque chose de quasi magique dans cet objet. C'était les anciens. C'était presque des dieux, d'ailleurs, pour eux. Et il y a ce décalage qui est à la fois drôle, mais en même temps terrible. Il y a notamment une divinité dont il parle souvent, qui s'appelle Eusa, E-U-S-A. Alors c'est un mélange de chrétienté et en même temps de connaissances scientifiques. En fait, on comprend au bout d'un moment que Eusa, c'est USA, en fait. Et il mélange tout. Donc il y a l'histoire de Adam, le petit homme. Alors en fait, c'est entre... Adam et le paradis et l'Éden, et en même temps c'est l'atome et c'est la fission de l'atome, parce que ils ont quand même gardé plus ou moins en mémoire que l'explosion c'était plus ou moins dû à du nucléaire, et ils ont encore de vagues souvenirs de ce que c'était. Et puis surtout l'élite disparue, l'élite d'Inator, voilà. C'est devenu un dieu, on sait pas trop qui c'est. Donc dans tout ce monde comme ça, avec toutes ces croyances un petit peu mystiques, mais qui en fait pour nous sont des choses évidentes du quotidien, il y a notamment le théâtre de Plichinelle. Donc c'est un petit théâtre ambulant qui transmet comme ça ses légendes à l'aide de petites marionnettes, et c'est orchestré par une sorte de simili-gouvernement, parce que quand même ils ont essayé de se réorganiser un petit peu socialement. Donc il y a une sorte de gouvernement avec un faux ministre qui s'appelle Bon Parler, et en fait c'est un petit peu leur moyen de régir et d'administrer les gens en leur transmettant les informations nécessaires à travers ce petit théâtre de Plichinelle.
Il y a notamment une scène où en fait Hennig va tomber sur un personnage qui en fait va faire exploser de la poudre explosive. Et en fait, c'est un savoir qui est plus du tout maîtrisé. Personne n'a jamais vu une explosion. Donc quand ça arrive, Hennig, il est face à un sorcier, il est face à un dieu. C'est complètement dingue. Alors que c'est quand même la poudre à canon, c'est quelque chose qu'on connaît depuis l'Antiquité. Donc il faut se replacer dans un monde où c'est dans 300 ans, mais ils en sont à un niveau bien en deçà que pendant l'Antiquité. Il y a notamment une scène assez tragique et drôle où il se retrouve dans la cathédrale de Canterbury, puisque ça se passe donc dans le Kent, donc très, très près à côté de Canterbury. Canterbury est un peu le ground zero de l'explosion. On ne sait pas exactement de quelle nature, comment ça s'est produit, etc. Et il y a la cathédrale de Canterbury qui est toujours là, en ruine, mais qui est toujours là. Et ils visitent cet endroit. Et voilà, la scène face à des fresques peintes dans la cathédrale et la lecture qu'ils peuvent faire de la fresque est assez triste et assez drôle. Notamment, la fresque fait référence à un saint, je ne sais plus lequel. Et en fait, en lisant la fresque, il dit non, mais en fait, Saint ST, c'est l'abréviation de s'il te plaît. C'est ça que ça voulait dire. Ah ouais. Donc voilà, donc c'est quand même un petit peu drôle, même si c'est très sombre. Donc l'œuvre, dans sa thématique et dans son traitement, elle m'a fait beaucoup penser à Akira, en fait. Je retrouvais vraiment les images de ce monde, à la fois où se mêle une ville en ruine, de la végétation qui ressort, bien évidemment une ère post-nucléaire. Il y a d'ailleurs un personnage dans Hennig Marcher qui n'a pas vraiment d'yeux ou qui est à moitié aveugle et en fait qui m'a fait penser à un personnage un peu de vigie cyclope qui a un bandeau sur les yeux dans Akira. Donc j'ai vraiment trouvé des ponts esthétiques dans les deux œuvres. Et puis l'intérêt, c'est évidemment le travail de la langue qu'on a pu voir quand même dans d'autres romans, par exemple dans d'autres romans de SF. Orange Mécanique, où même si je dirais que le travail est moins poussé, mais il y a quand même une neuve langue qui a été créée par Burgess dans Orange Mécanique. Il y a aussi, Kétrus, il me semble que tu avais fait une chronique sur Damasio, aussi le travail de linguistique qui est très important dans la SF. Et voilà, et c'est ce thème que j'ai trouvé passionnant, c'est vraiment ce retour à l'obscurité, à l'ignorance et donc à cette ère très, très noire et très sombre, mais qui est quand même portée par de l'espoir, parce qu'il y a ce gamin de 12 ans qui se dit je vais essayer de comprendre, je vais essayer de marcher, je vais essayer d'avancer et de reconstituer un petit peu des bribes d'histoire et de l'écrire, alors que plus personne n'écrit vraiment à cette époque-là. Voilà, donc comment en 3 siècles l'humanité peut perdre ses savoirs, tout ce qu'elle a accumulé, donc ça fait froid dans le dos. Et tu lis ce bouquin, tu peux pas t'empêcher de te dire ok, si demain il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'industrie, en fait, qu'est-ce qu'on sera encore capable de fabriquer nous-mêmes, quel savoir on aura encore dans nos têtes, si on n'a plus d'ordinateur, qu'est-ce qu'on saura encore faire? Je pense pas grand-chose. Voilà, c'était pour le point feel good de la Ça va. Je vais prendre une petite pilule Joy pour aller mieux. Exactement. J'ai plein de questions, je trouve ça hyper intéressant. Alors déjà, j'ai un peu feuilleté pendant que tu en parlais. Je trouve qu'il y a vraiment 2 étapes, comme tu l'as déjà retranscrit, mais il y a lire et comprendre. Et clairement, j'ai pas réussi à le faire en même temps, quoi. En fait, je lisais, je fais ok, j'ai compris ce qu'il y avait écrit, maintenant il faut que je comprenne la signification de la phrase, quoi. Enfin, je vais le passer, je crois que presque tout le monde l'a vu. Ouais. Mais c'est assez particulier. Mais je pose une question où j'ai peut-être déjà un peu la réponse, mais est-ce qu'il y aurait un intérêt au même livre écrit normalement? Je pense que ça fausse complètement la chose, mais... oui, l'histoire pourrait être intéressante, mais finalement, t'aurais, je pense, ce serait une nouvelle, quoi. Ça tiendra en une nouvelle, voilà. Ouais.
Et tu l'as lu en français, mais est-ce que tu as quand même essayé de lire certains passages en langue originale? J'ai lu des passages en anglais pour voir ce que ça donnait en préparant la chronique, et sincèrement, c'est dur. Ouais. C'est Ok. vraiment dur. Je pense que oui, à force, si tu passes, si tu fais l'effort de lire tout le bouquin, je pense qu'en effet, au bout de 50 pages, tu commences à t'y habituer, à comprendre, mais bon, là, on passe quand même à un niveau C'est compliqué. de sacrifice assez élevé, Tu quoi. m'étonnes. Ce que j'étais en train de me dire, c'est un livre que je lirais à haute voix en fait. Ouais. Parce que j'ai moi aussi feuilleté un petit peu et me dire, c'est ouais, il y a 2 étapes quoi. Mais c'est exactement ça qui se passe quand tu lis. Ouais, au début, tu lis à haute voix et après, tu lis à haute voix dans ta tête et tu trouves cette gymnastique pour pouvoir avancer dans la lecture. Mais voilà, c'est vraiment un ovni. Ça m'a marqué. En plus, je l'ai lu, je pense, quand il a été traduit en français, c'était traduit, alors, je sais plus, en 2012, quelque chose comme ça. Et donc, il est publié, je précise, en français aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Et voilà, ça a été traduit très tardivement, parce que le bouquin date quand même de 80. C'était un classique en anglais, mais c'était un petit peu le tour de force de se dire, on va traduire un roman qui déjà n'est pas en anglais. Et en restant fidèle à ce travail de langue qui a été fait, voilà, c'est sacré boulot. Et on ne ressort pas indemne de cette lecture. Moi, ça m'a fait un petit peu comme quand j'ai refermé Fahrenheit 451, où t'es ravagé, c'est terrible. Voilà. En même temps, il y a de l'espoir, mais en même temps, c'est pas particulier. évident. Ouais. Et tu as dû te renseigner un petit peu pour comprendre certaines choses. Tu parlais de l'ESA, machin. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as découvert en dehors du livre, en fait, ou tu penses avoir découvert en dehors du livre? Ouais. En fait, en lisant aussi des critiques et des analyses du bouquin, il y a clairement des trucs, j'étais passée à côté. Et justement, comme il y a plein de... tous les mots sont des mots que tu connais pas, même les noms propres qu'ils utilisent, tu passes à côté de plein de références, parce qu'en fait, c'est parfois tellement éloigné que tu vois plus le truc, quoi. Et ma dernière question avant de passer la parole, est-ce que tu cherches à détrôner Quetrus en parlant de vieilles choses dans ce podcast, en fait? Ouais. En fait, c'est Talk. mon challenge, c'est de parler de choses encore plus vieilles Ah, que putain. les objets de chronique de Quetrus. D'accord, ok. Du coup, je vais lui donner la parole. Parce que... Challenge. Il y a un petit défi, c'est bien. Quetrus, tu l'as pas lu celui-là? Non, je l'ai pas lu. D'ailleurs, je suis dégoûté d'ailleurs, faut que je le lise absolument. Pourquoi te dégoûter? Je te le prête si tu veux. Ouais, je vais bien. Parce que c'est d'enfer, quoi. De l'anticipation avec un nouveau langage, je suis tellement chaud, quoi. Ouais. Ça me rappelle un bouquin plus vieux, je crois, qui s'appelait La forêt d'Iscambe. Et en fait, ça se passait en France, et c'était aussi du post-apo, et c'était très boisé, tout ça. Par contre, il n'y avait pas la nouvelle langue. Mais par contre, tu suivais aussi un adolescent, et c'est très drôle, moi j'adore ça. Et tu sais, j'en avais parlé aussi dans un jeu, la Mutante Eden, je sais plus, ou New Eden, quelque chose comme ça. Où tu sais, ils retrouvaient des reliques du passé comme un iPad ou un iPod, des trucs comme ça, et en fait ils inventent toute une mythologie autour et l'explication de à quoi ça pouvait servir, et en fait j'adore ça dans le post-apo. Ça super intéressant, tu sais, de créer une nouvelle religion, d'avoir des nouvelles croyances basées là-dessus. Ouais, je suis très fan, et ouais, je vais le lire, c'est sûr. C'était sûr que ça te plairait. Je le savais en écoutant que ça te plairait. Anya, tu connais peut-être d'autres livres qui t'ont intrigué autant que celui-ci? Alors, je connais pas du tout l'auteur, mais effectivement, ça rassemble énormément de thématiques SF et d'ailleurs beaucoup de choses que j'aime et je pense que je vais aimer. Moi, ça m'a renvoyé un peu à Métro de Glukowski. Et du coup, en fait, c'est tout le côté pèlerinage, le point de vue enfant, le fait de découvrir un gouvernement après un cataclysme, de réapprendre tout, puisque tout a été perdu, les bibliothèques, les livres, tout a été brûlé, parfois par incident, parfois sur commande de crépuscules qui se créent pour prendre le pouvoir politique. Métro de Glukowski, c'est exactement ça, et c'est comment toute cette société qui a vécu l'évolution disparaît au fil des générations pour laisser place à des gens qui ne savent plus
ou qui ont des bribes de mémoire suite à des choses qu'on leur conte, suite à des passations de souvenirs et d'épisodes historiques. Mais alors, il y a toujours pas le côté effectivement nouveau langage, mais il y a ce côté on réapprend à s'approprier les choses, à essayer de comprendre à quoi servaient ces institutions, à quoi servait le président. Enfin, je parle de président, mais c'est quand je fais un gros. C'est pas forcément le président, mais voilà, à quoi renvoyait le gouvernement autrefois et ce qu'il est aujourd'hui. Et pareil, côté JDR, sur le côté, on retombe sur des reliques de cette cité moderne qui révolue. Il y a Dark Earth, qui s'inscrit en fait dans de la SF, beaucoup plus fantastique que ancrée dans la réalité, mais qui a ce côté où parfois les joueurs vont être amenés par exemple à revisiter des centres commerciaux, mais dans le contexte du JDR, en fait, les joueurs sont plus ou moins ancrés dans un âge moyenâgeux, et donc en fait ils n'ont aucune connaissance de ce qu'étaient les centres commerciaux, et donc ils redécouvrent ce genre de lieu, mais sans savoir à quoi ça servait, et ils sont complètement omnubilés parce que il y a des sortes de machines avec des hologrammes, des hôtesses qui viennent t'accueillir quand tu rentres dans le centre commercial, et ça ils ont aucune idée de ce que c'est, et du coup c'est une perception presque divine, tu vois, et voilà, en fait c'est sûr que je pense que ça fera partie de ma lecture prochaine. Ouais. De toute façon, le livre que tu as cité et le jeu, au même titre que le livre de Cotrus, sont dans la description du podcast, comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller voir en bas. Toi, Ellie, intéressée, motivée par ce que tu as lu? Oui, mais voilà, comme je disais, rien que je crois que j'ai dû lire 5 phrases, j'étais là, oula. Ah, c'est particulier. C'est particulier, mais après, comme tu disais, c'est écrit gros et tout, donc... ce que je veux dire, c'est que... Voilà, c'est ça. C'est heureusement que c'est écrit gros, parce que ça m'aurait découragée. Mais effectivement, il faudrait que je commence Damasio déjà, parce que je voulais le faire. Ah bah quand même. Et après, je pense dans la suite, clairement, il m'emballe pas mal. Très bien. Eh bien, merci Julie de nous avoir parlé de ce Énigme Marcheur, donc roman de science-fiction post-apo, qui a été écrit par Russell Hoban, publié en 1980 et traduit, avec des gros guillemets, en 2012 en français. Je ne sais pas si ce que tu nous présentes raconte l'histoire d'un coup de foudre en match de volleyball, mais ce qui est sûr, c'est ce que tu vas nous parler. Représente désormais le seul autre animé qui parle de ce sport, dont je n'ai pas entendu parler très souvent. Anya, on te laisse nous présenter IQ. Et belle intro finalement. Effectivement, quand on parle de volleyball et de manga, on a tendance à se renvoyer à Jeanne et Serge. Mais alors, c'est un tout autre genre. C'est plus ancré dans le shonen pour le coup. Donc beaucoup de garçons autour de filles. Plus que du contraire. Mais voilà, c'est beaucoup plus de testostérone qu'autre chose. Et moi, en fait, pendant le confinement, après avoir écumé le catalogue Netflix de long en large et avoir fait l'expérience de beaucoup de ratés créations originales, tu parles, je me suis dit que j'allais renouer un peu avec le format, un format que j'avais longtemps abandonné finalement, qui est en fait le manga animé. Et là, pour le coup, je vais un peu vous raconter ma vie, mais moi, je suis née quelques années avant le Club de Dorothée, avant qu'il s'arrête, avant le dernier épisode final. Et pourtant, j'ai toujours eu l'impression d'avoir fait pleinement, finalement, partie de cette génération. Voilà, mes parents, mes frangins, ma frangine, j'ai grandi avec XOR, Dragon Ball Z, Senseiya, le collège Foufoufou, Cobra et voilà, et j'en passe de beaucoup de classiques dont les futures générations ne se rappelleront probablement pas. Et tout ça grâce aux cassettes qu'on enregistrait à chaque fois de chaque épisode du Club Dorothée. Ah, les VHS, tu veux dire? Ah, ouais. Les VHS, exactement. C'est comme ça que ça s'appelle, hein? Je reprends. Si, c'est ça, c'est ça. Voilà, on salue le petit clin d'œil. Et voilà, eux, ils avaient leur carte du club.
Donc moi j'étais super jalouse parce que moi je suis née vraiment après et du coup vraiment après pas tellement après mais voilà c'était fini quoi. Je voulais te poser une question, mais est-ce qu'ils ont vu leur prénom s'afficher Ouais. au joyeux anniversaire? Ouais. Putain, chance. Moi j'ai attendu mais j'étais pas membre, donc Ah ouais, forcément non, il mais pouvait pas apparaître. c'était un truc de malade et ouais et franchement c'est moi j'aurais vraiment aimé avoir l'âge d'avoir cet engouement-là devant les émissions, tu vois. Moi, je l'ai vécu vraiment après et très, très en retard parce que finalement, quand j'ai découvert le Club Dorothée, les gens de ma génération, ils en avaient entendu parler de très, très loin. T'as regardé les minicums, quoi. à peu près. Ouais, voilà, c'était Ok. déjà 4D2A, les minicums, enfin, toute la merde qui passe à la télé. Hop, hop, hop. Pardon, Oh là là. Carton rouge. C'était trop méchant. Ok, je retire ce que je viens de dire. Mais pour continuer, du coup, le Club Dorothée, c'est très certainement ce qui a été la cause majeure de la démocratisation des dessins animés et mangas japonais en France. Juste avant la loi de 90 qui en fait réduisait voilà, les produits nippons qui étaient importés à l'écran français. Petit bisou à Ségolène Royal. Ségolène, merci. Et bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, parmi la diversité incroyable de ce que nous apporte le manga et les animés, je découvre ceux sur la thématique du sport, avec Captain Tsubasa, forcément, Olivier Tom, donc Jeanne et Serge que j'ai cité auparavant, l'école des champions, Théo ou la batte de la victoire, ça vous dira probablement rien si vous êtes jamais tombé dessus. Je connais pas Théo et la non bête plus. de la victoire. Mais c'est des Non plus. très très vieux. Ça passait et, sur M6 le dimanche soir, je ouais. crois. Ah oui, mais Pendant un Ketro, moment, c'était ouais. obligé de savoir. Oh. J'en étais sûre que ça allait pas Il était papa à clasher. l'époque déjà, donc oui, forcément. Mais voilà, c'est que des trucs que finalement j'ai découvert en français puisque c'était déjà des voix françaises à l'époque et même rien que d'y penser, j'ai déjà tous les génériques en tête. Enfin voilà, c'est vraiment des bribes de mémoire de souvenirs que j'ai étant gamine et qui ont vraiment marqué tout ce que j'ai découvert après en termes de manga. Et depuis, on a eu des tonnes de mangas traitant de sport divers et variés, comme Slam Dunk, Hippo, Katsu, Prince of Tennis, Baki ou encore Kurono no Basket, qui sont devenus des noms cultes auprès des amateurs de mangas de sport. Et j'en oublie forcément beaucoup, mais je cite ceux que je connais déjà. Et alors récemment, je suis tombée sur Haikyuu, qui est signé de Furudate Hariyoshi. Le public fait sa connaissance via la publication d'un one-shot dont je ne me rappelle plus du nom et je m'excuse d'avance, dans le très célèbre Weekly Shonen Jump, qui est en fait une revue hyper... c'est vraiment la base de la base au Japon, c'est ce qui se vend le mieux, c'est ce qui rassemble en fait les nouveaux auteurs de manga ou ou les plus connus d'ailleurs, dans des revues, je crois que c'est hebdomadaire où voilà, t'as tant de chapitres d'une série animée. En fait, c'est le meilleur moyen pour les gens de découvrir de nouvelles séries, de nouveaux auteurs. Et voilà, et c'est vraiment un truc... c'est un truc très important au Japon, au moins dans le milieu du manga. Et en 2012, il publie donc les premiers chapitres d'Haikyuu. Et en fait, cet été, si vous avez suivi les trends, désolée pour mon anglais dégueulasse, donc les tendances de Twitter, vous avez dû voir peut-être des hashtags Thank you Furudate ou Thank you Haikyuu qui sont passés et qui en fait marquaient la sortie du tout dernier chapitre final de la série. Donc beaucoup d'émotions autour de ça. Je me suis mise à regarder des threads alors que je ne connaissais absolument pas le manga. Des fils de discussion. Des fils de discussion. Mais tu t'es pas spoilé du coup? Non, je me suis pas spoilée Ok. parce qu'en fait c'était, t'avais beaucoup de gens qui étaient donc des ultra fans de la première heure, qui en fait juste témoignaient très simplement de tout ce qu'ils avaient vécu avec Haikyuu, de ces années, de ce que ça leur a apporté, des souvenirs, et c'était
énormément ancré. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a marqué, je pense, beaucoup de gens. Et finalement, c'est ce qui m'a suffi à me lancer dans le visionnage, parce qu'en fait, j'ai pas voulu me lancer dans les scans tout de suite, parce que c'est vraiment beaucoup de temps, et de toute façon... il me fallait déjà acheter les mangas et tout ça, ou me procurer les scans de façon illégale. Pas bien. Et Faites ça, pas ça c'est chez pas vous. bien. Ne faites pas ça à la maison. Et du coup, je me suis lancée dans les animés sur Wakanim. Et à l'heure où on enregistre cet épisode, je crois que j'en suis pas loin de la fin de la 3e saison. Qui en fait marque un tournant décisif dans la narration, et j'essaye de me réfréner à mort, parce que sinon je les engloutis à une vitesse absolument phénoménale, et je peux faire ça toute la journée, même en bossant, et je vais même parfois m'arrêter de bosser pour revoir un extrait parce que j'ai mal suivi. Aïe, aïe, aïe. Ne faites pas ça chez vous non plus. Ne faites pas ça chez vous parce que c'est mal. mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire à quel point l'engouement a vraiment pris chez moi. Et donc, pour en revenir à l'histoire, finalement, pour ceux qui ne connaissent absolument pas, Haikyuu, ça démarre avec Shoyo Hinata, qui est en fait un jeune collégien fan de volleyball, et qui finalement, un jour, va tomber sur un match interlycée, je crois, et suivre un mec qui se fait surnommer le Petit Géant. Parce qu'il est tout petit par la taille, mais très grand par son talent. Et en fait, ça va devenir son idole, le mec pour qui il va se lancer vraiment de façon très sérieuse dans le volleyball. Et donc c'est une pointure dans la Ligue nationale japonaise, et du coup Sho, notre héros, va vachement se projeter sur la carrière de ce mec là, puisque en fait lui c'est pareil, il fait 1m62, donc autant te dire que pour un joueur de volley c'est très très petit quand même. On en a, mais je crois qu'ils font 1m65 alors je sais plus dans quelle équipe, je m'étais renseignée par curiosité, mais je crois qu'il y en a. Mais 1m62, c'est très très petit. Et en fait, lui, il devient très vite la risée de ses camarades, parce qu'à chaque fois qu'il croise quelqu'un, tout le monde a l'impression qu'en fait, c'est un mec qui sort de CM2, tu vois, parce qu'il est petit, parce qu'il a une tête d'enfant. Et du coup, suite à ça, suite à ce déclic, il fait un premier essai lors d'un championnat intercollège, où il se fait écraser dès le premier match. Complètement humilié. Les mecs avec qui il monte son équipe pour entrer dans le championnat, c'est des mecs qui sont sportifs, mais qui sont pas du tout, qui ont presque jamais joué au volleyball. Donc c'est des mecs qui chopent dans le club de tennis, dans le club de foot et tout ça. Et bon, bah forcément ça se passe mal. Et en fait, pendant ce tournoi-là, il va croiser la route d'un passeur qui est surnommé The King of the Court, comprenez le roi de la cour, à savoir Tobio Kageyama. Et en fait, il va le recroiser quelques années plus tard, quand il va rejoindre le lycée de Karasuno, où effectivement, il va trouver des collègues et un club, en fait, interlycée, où il va pouvoir s'entraîner et participer à des matchs. Et donc, en recroisant la route de Kageyama, donc ce passeur de génie qui est connu dans toute la ligue des championnats lycéens, et ben en fait ils vont se faire une promesse, c'est celle de devenir les meilleurs, chacun dans leur rôle, dans leur position en tant que joueur de volley. Leur poste, pour parler Leur technique. poste, exactement. Putain, je cherchais le mot, merci. On tourne au volet. On peut tourner, mais après... Excusez-moi, c'est moins technique, mais... Alors, on tourne, mais je pense que tu as un poste de prédilection. Oui, voilà, c'est ça. Tu as un poste de prédilection. Tu peux occuper un autre poste si la formation pendant un match change. Mais généralement, ils ont tous leur affinité et leur spécialité.
Du coup, en fait, ça devient à la fois son meilleur partenaire de jeu parce qu'en fait, ils vont former un binôme assez dynamique qui va surprendre pas mal de gens du milieu, mais aussi son pire ennemi puisque c'est le mec que Shaw se jure de en fait dépasser en termes de talent et en termes de notoriété. Et du coup, ils vont s'atteler à redorer le blason de l'équipe de Karasuno, donc l'équipe du lycée, avec l'aide de leurs précieux coéquipiers qui vont appeler les senpai, en fait, ceux qui sont là depuis quelques années et qui sont donc plus vieux. Et du coup, ils vont enchaîner les matchs jusqu'à rejoindre en fait, le gros objectif de l'équipe, c'est à savoir la Ligue nationale qui rassemble les meilleures équipes amateurs du Japon. Du coup, après 8 ans de publication, 402 chapitres et 4 saisons d'animé encore en cours, on suit l'aventure de Shaw et de son équipe à travers des matchs absolument incroyables. Les défaites, les victoires, les moments de doute. Franchement, tu vois, je m'étais dit en découvrant Jeanne et Serge à l'époque que jamais j'aimerais autant le volleyball que dans Jeanne et Serge. Et en fait, je me trompe complètement parce que j'ai jamais autant aimé le volleyball que par le biais de ce manga. Les personnages sont ultra attachants, ils sont drôles et voilà, forcément t'en as certains qui sont très très énervants, mais ils sont toujours très humbles dans la façon dont ils font face aux difficultés et dans leur parcours perso. Et voilà, et forcément, comme dans toute structure de shonen, tu as des focus sur des joueurs un peu phares qui vont croiser la route de Sho Hinata. Et même quand tu te dis ce personnage, j'en ai rien à cirer, et ben en fait, 2 épisodes plus tard, ça devient une référence phare dans ta tête parce que ce mec-là va aider Hinata en fait à s'élever humainement et sportivement. J'avais pas trouvé le terme en français pour le coup, mais c'est littéralement de l'empowerment à petite dose. J'ai pas l'équivalent français parce que je trouve qu'il n'y a pas de mot français qui traduit exactement ce que c'est, mais c'est une vraie leçon de vie sur l'importance de se battre pour ses rêves. Et voilà, et pour en revenir au manga, ils sont publiés chez Kazé au prix de 7 €, donc classique quoi. Je crois qu'il y a au total 45 tomes. Et l'ensemble des épisodes animés de la saison 1 à 4 sont dispo sur Wakanim. Donc c'est un truc, tu payes 5 € je crois par mois et tu as accès à tout le catalogue. Et la saison 4, je crois, s'arrête sur l'équivalent de ce qui est le chapitre 290. J'avais essayé de rechercher un peu, je ne sais pas si c'est hyper précis, mais en tout cas pour moi c'est à peu près ça. Et du coup, la seconde partie de la saison 4 a été repoussée avec le Covid, mais risque de sortir au Japon en octobre de cette année. Donc si vous aimez un tant soit peu le sport et que vous êtes juste curieux, en fait, foncez-y tête baissée, c'est vraiment un très très grand oui pour moi. Et juste, tu parlais du dernier qui est sorti, c'était le 20 juillet, ce que j'ai noté, mais c'est sorti en japonais ou en français aussi ? Le chapitre final, il est sorti en japonais l'été, cet été. Et alors, je sais pas s'ils l'ont encore traduit. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui est mieux entre l'animé et le manga selon toi ? Oh là là, c'est dur à dire. Je sais, c'est toujours une question. C'est dur à dire parce que après, bizarrement, en commençant le manga, j'ai trouvé qu'en fait, du moins sur les premiers chapitres, l'animé était assez fidèle en termes d'avancée d'histoire. Et le manga rajoute le côté dynamisme que tu as déjà dans le manga, puisque en fait, c'est dessiné de façon à ce que tu puisses imaginer assez facilement les mouvements et le dynamisme des matchs. Mais le manga rajoute un truc encore plus fort par-dessus. Et je trouve que voilà, et si on est un peu flemmard comme moi, lire 45 tomes c'est beaucoup, mine de rien, ça prend énormément de temps. Je trouve que l'animé c'est un bon compromis et que ça marche très bien dans ce genre-là en fait. Je fais le comparatif avec Dragon Ball parce que il y a 42 tomes de manga et il y a beaucoup plus d'épisodes que ce que tu as cité. Du coup, est-ce qu'il y a moins d'ajouts dans l'animé peut-être ?
Non, en fait, je pense qu'il y a tout autant. Si, peut-être qu'il y a des épisodes off qui se focus sur certains personnages qui sont un peu moins longs et un peu moins détaillés sur l'animé. Mais sincèrement, je ne saurais pas te dire en termes quantitatifs si c'est beaucoup plus long ou pas. Et ma dernière question avant de laisser la parole à Ellie, par exemple. Si on compare à Captain Tsubasa, est-ce que dans un épisode, tu arrives à faire un match en entier ou est-ce que le terrain, il est incroyablement... Non. Non, parce que t'as des matchs qu'ils arrivent à terminer en un épisode, mais c'est les qualifs. C'est les qualifs ou c'est les matchs d'entraînement, tu vois. Okay. Mais les gros matchs comme Captain Tsubasa, ça peut durer 3 épisodes, comme ça peut durer toute une saison. Et le terrain, on le voit en entier sur le dessin animé ou c'est une espèce de globe? Ah ouais, non. Ça t'as moins cet effet-là parce que, en fait, en réalité, un terrain de volley, je sais pas si vous avez déjà vu en vrai, c'est pas si grand que ça. C'est pas très grand. C'est vraiment pas très grand. Ouais. Et du coup, en fait, forcément, t'as l'impression, avec l'amplification des mouvements dans le dessin ou dans l'animé, que t'as l'impression que le truc est hyper gigantesque. Mais en fait, non, parce que les mecs se cognent assez facilement. Et même dans les filets, en fait, la largeur du filet te donne à peu près une échelle de valeur de combien de joueurs tu peux mettre devant un filet de volley, en fait. Donc non, c'est assez petit. Ok. Ellie, toi, je sais que tu aimes beaucoup les animés, mais en général. Oui. Tu l'as vu? Tu connais? Alors, j'ai commencé les 3 premiers épisodes de la saison 1, mais en fait, l'année dernière, on a eu 3 blockbusters qui sont incroyables, qui étaient Demon Slayers, The Promised Neverland et Vinland Saga. Et du coup, j'ai un peu drop. Mais alors moi, ma question, c'était est-ce que tu en as appris un peu plus sur le volley de point de vue technique? De ouf. Tu connais les règles maintenant 100%. En fait, sans blague, il y a des trucs que je connaissais absolument pas. Mais parce que le volley, outre ce manga, je m'y étais jamais vraiment intéressée. Mais du coup, je trouve que ça vulgarise assez bien le jargon et les postes que chacun occupe. C'est parce que forcément dans l'équipe où Sho Hinata va évoluer, t'as des mecs qui sont tous spécialisés, soit c'est des mecs qui sont spécialisés dans le service, soit c'est des mecs qui sont libéraux. Et libéraux, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les mecs qui rattrapent les balles qui sont servies par le camp adverse. Et ouais, en fait, ils ont tous leur spécialité et tout ça, c'est étalé sur plusieurs épisodes où forcément, plus tu avances dans l'histoire, plus tu découvres de personnages et plus tu découvres de nouveaux postes dans les schémas tactiques du volley. Est-ce que les tenues sont cool? Parce que dans Jeanne et Serge, quand même, les tenues étaient super cool. Il y a un côté... c'est absolument pas flashy ou quoi, mais tu as un côté où c'est assez bien différencié pour que tu puisses te dire ce maillot-là, c'est ce maillot de telle équipe, tu vois. Et en fait, ils en parlent avec tellement de fierté. Il y a des épisodes où vraiment, t'as Sho qui... par exemple, t'as un épisode où on lui remet son maillot officiel de son équipe. Et en fait, c'est plein d'émotions parce que le gars, il a débuté avec rien, quoi. Il avait aucune base, il avait aucune affiliation de près ou de loin avec le volley. Et ce mec-là, il découvre tout parce qu'en fait, on lui dit en fait, t'as aucune base technique parce que tu ne sais pas jouer le volley de base, mais en fait, t'as assez de talent pour qu'on arrive à créer des tactiques autour de ton talent. Et c'est ça qu'on lui dit. On lui dit clairement, mais en fait, tu n'as aucune base de volley, c'est-à-dire que tu n'as jamais suivi de formation, d'entraînement pour acquérir ces bases-là. Et en fait, il va s'en rendre compte au fur et à mesure. Il va se dire, pendant un moment, il va être tellement... Enfin, pas imbu parce que c'est trop fort, mais il va tellement se reposer sur ses lauriers, sur la base de comment l'équipe s'est adaptée à sa façon de jouer, qu'il va en oublier le fait qu'il ne connaît même pas les bases de ce jeu, de ce sport auquel il est autant passionné, quoi. Je crois que la question de Julie, c'était si les maillots étaient moulants. C'est ça la question. Est-ce qu'ils sont moulants? Est-ce qu'ils sont 80s? Kitsch ou Ils sont assez moulants pour entrevoir les muscles des joueurs. Le petit blanc, pas mal. Ils sont républicains. Parce que les shorts sont courts. Les cuisses. Les shorts, les cuisses sont bien mises en avant parce que c'est généralement un jeu qui demande énormément de cuisses, quoi.
puissance. Ok, je vais regarder. Ah, bon, voilà, c'est vendu. Et toi, Quetrus, toi qui as inventé le volley, qu'est-ce que... Moi, j'ai inventé le volley. C'est vrai. Ouais. Parce qu'on disait Quetrus avant, mais on a simplifié en volleyball pour que tout le monde comprenne. Exactement. C'est parce que c'est slave à la base. Évidemment. Je sais pas, c'est dangereux parce qu'en fait, à chaque fois que vous parlez de quelque chose ici, moi, je le regarde. C'est plutôt cool. Genre The Office, je me suis tout bouffé, etc. J'ai fait quasiment tous les Rustilets quand même. J'ai pas tout fini, mais voilà. Et là, tu me fais peur, quoi. Parce que voilà, j'ai peur de tomber dans des heures de Mais visionnage. sincèrement, je pense que t'accroches ou t'accroches pas. Enfin, c'est très bizarre parce que moi, j'y suis allée un peu sans vraiment attendre à m'y attacher autant. Et en fait, j'y suis très vite rentrée et à un tel point, je pense que ça m'a fait la même chose sur Naruto. Dans le fond, j'y allais à reculons. Parce que c'est pas forcément une thématique qui me parle énormément. Et sans qu'il y en ait trop, il y a quelques épisodes un peu longuets. Mais ouais, j'y suis rentrée tête baissée et vraiment, j'avais aucune attente de ce truc-là et ça a été une vraie découverte, quoi. Et c'est réaliste, ça. C'est pas comme King of Tennis où les mecs Non, peuvent t'as dire, pas des... Bon, après, t'as des trucs... c'est un peu pété, quoi. Tu sens bien que le mec qui smash, il détruit pas voilà, le sol, mais voilà, t'as forcément des joueurs qui ont ce côté... c'est les plus puissants du championnat, donc ils ont une force... ahurissante à tel point que genre la balle tu la vois pas venir, mais ça a moins ce côté show off que Prince of Tennis ou que Captain Tsubasa dans les techniques, parce que c'est quand même lié à des mouvements qui existent dans les tactiques de jeu. Oui, t'as pas l'attaque de la balle qui fait la ça, feuille ouais. morte ou je sais pas quoi. Ou dans Genre de Inazuma leg. Eleven aussi, l'attaque du manchot empereur numéro 3. Mais c'est Ouais, marrant, c'est ça, c'est marrant parce que exactement. les personnages dans le truc, en fait, ils veulent tellement, ils sont tellement fans quand ils arrivent à caler un move, qui du coup ils inventent des noms autour de ça, et notamment l'héros du manga, quoi, qui va genre inventer des trucs complètement bête et complètement cliché pour nommer une de ces techniques qu'il arrive à masteriser au bout de 3 semaines, tu vois. Mais il n'y a pas ce côté vraiment ça va beaucoup trop au-delà de la réalité, tu vois. Ça ne dépasse jamais la frontière de ce qui est imaginable, finalement. Très bien. Et ben, merci beaucoup, Anya, de nous avoir parlé de IQ, donc, qui est sorti en manga sur 45 tomes et qui s'est terminé cette année 2020, et en animé qui est en cours depuis 2014. C'est donc le moment de parler du défi. Donc le défi, la fois précédente, nous avait été proposé par Julie, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais le but c'était un petit peu de... voilà, moi je l'ai interprété comme ça, mais sortir de sa zone de confort, d'aller par exemple lire une BD qu'on ne trouve pas forcément attirante visuellement, mais qui pourtant a un bon fond, par exemple. Est-ce que je résume bien C'est ça. D'accord. Tu as bien compris. Donc j'ai joué le jeu, et je ne sais pas si vous avez rempli le défi, mais moi oui, il y a très très longtemps, puisque j'ai fait ça il y a à peu près 3 heures. Et tu rigoles, mais c'est vrai quelque chose. Mais on s'en fout, parce que je suis là pour en parler, et c'est un très gros clin d'œil au Comics Podcast, pendant que tu reprends tes esprits. J'ai lu un livre magnifique. Alors j'ai commencé. Tu as peut-être vu, c'est pour ça que tu rigoles, non? J'ai lu la première issue de ce comics qui est réputé, je pense, assez connu par tous les chroniqueurs de Comics Podcast. Je sais pas si tout le monde l'a lu. C'est ça. Et ce que j'en ai pensé. Alors, au début, j'ai ouvert la première page, j'ai fait wow, putain, c'est moche. C'est vraiment moche. Après, j'ai quand même un peu regardé les dessins et tout. Je fais bon, finalement, c'est pas si dégueulasse que ça. J'ai lu, je suis ok, l'histoire elle est un peu nulle en fait. Alors, j'ai tourné les pages, je fais ah, en fait c'est dégueulasse, c'est juste pas possible. Et ça m'a fait penser à un mélange entre un dessin et un espèce de truc un peu réaliste, un type roman photo quoi. Et ça s'appelle Symétrie, je l'ai sous les yeux, vous pouvez feuilleter. Franchement c'est moche, c'est nul. Donc je pense que j'ai pas vraiment réussi mon défi même si j'ai tenté. Ah oui, c'est complètement roman photo. Non, mais c'est génial ce truc. Ouais, alors je sais pas, c'est entre génial et exécrable. Je sais pas comment le Ouais. définir. Je pense que Ok, Quetrus en c'est pour parlera moi. en dernier. Je m'attendais à pire. Hein. C'est vrai? Ouais. Ouais, Quand tu m'as dit moche, c'est. Alors j'ai lu à peu près l'équivalent d'une issue, comme on dit chez vous, soit une dizaine de pages, une vingtaine de pages, je sais plus combien, mais en vrai, les dialogues sont pourris, c'est pas très bien dessiné, ça donne pas envie de tourner les pages. Enfin, je me suis forcé quoi. Mais voilà, c'était quand même pour essayer de tenter mon défi. Et maintenant que tu as repris tes esprits, Quetrus, je vais te donner la parole. Je sais pas si déjà tu connais Symétrie. Non, mais faut quand même le dire aux gens, quoi. Symétrie, c'est un peu... j'ai pas l'expression en tête, mais c'est notre
notre pain noir peut-être chez Comics Outcast. Le bouc émissaire. En fait, ouais, c'est le bouc émissaire parce qu'en fait c'est la BD. Je crois que c'est le comics qui a été élu le pire comics qu'on ait jamais chroniqué ever dans Comics Outcast. Et en fait il y a tout un... Du coup il y a un mythe autour de ça quoi. J'imagine bien. Il y a une espèce de... Ouais, il y a quelque chose. Et du coup, voilà, il est venu contaminer Contrecast, quoi. Tu sais quoi ? Je pense que maintenant, le défi, c'est d'essayer de le mettre dans les autres podcasts de VHS, quoi. J'accepte le défi. Je vais tenter. Et tu sais que c'est la faute de Ben, hein, faut quand même le dire. Hein, c'est vrai ? De Ben Renault. Qu'on salue. Ouais. Et... Enfin, qui te l'a refilé, je suis sûr. Alors non, ça c'est un livret, mais... D'accord, c'est Hélène. Je crois que c'est elle, d'accord. mais c'est un complot. En tout cas, il était... Est-ce que tu as vraiment respecté le défi ? En fait, je trouve ça moche. Mais je sais que ça fait parler, donc je me dis peut-être que c'est bien, et je l'ai lu et c'est de la merde. Enfin, je sais pas si. Non, mais t'as essayé, c'était ça le défi. Ça le mérite d'être C'est clair. un avis personnel, mais peut-être qu'il est partagé. Est-ce que je suis le seul à avoir tenté ce défi, ou est-ce que d'autres personnes ont fait quelque chose pour sortir un peu de leur zone de confort ? Là, je tourne un peu les regards. Moi, j'ai relevé le défi jeux vidéo, et j'ai suivi vos recommandations, et j'ai testé, pareil, il y a à peu près aussi longtemps que toi, quelques heures, quoi. 3-4 heures. Life is Strange. Donc, j'ai entamé le premier chapitre. Je ne l'ai pas terminé encore. J'avoue que je me suis quand même vachement prise au jeu. Ça commence, c'est des ressorts assez classiques que tu connais. Il se passe un truc, tu te réveilles. Où suis-je, qui suis-je ? La sonnerie de l'école, tu es dans un lycée, voilà. Des codes qu'on connaît bien, mais finalement j'ai trouvé que t'es assez vite embarqué dans l'histoire. Ça m'a plu aussi parce que le jeu vidéo narratif, c'est sûr que c'est plus quelque chose, c'est plus facile d'accès, c'est quelque chose qui moi me plaît plus. Après sur l'esthétique, je vais pas trouver ça, je vais pas trouver qu'il y avait un intérêt particulier. Après pour moi l'intérêt, il se situe. Laissez-la terminer, s'il vous plaît. Il se situe dans. Non, mais je veux dire c'est bien foutu, c'est propre, voilà. Après esthétiquement, c'est pas forcément quelque chose qui me fait vibrer, mais ouais, je me suis vraiment prise au jeu et je pense que je vais continuer, ouais. Continue. Tant mieux. Ouais. Et puis clairement, tu sais qu'il va y avoir un cliffhanger de fin d'épisode, tu sais qu'il va y avoir un truc cool, tu t'attends à ça aussi, c'est bonne expérience. Ouais. C'est cool d'avoir joué le jeu, en tout cas toi qui ne joues pas beaucoup, très très peu aux jeux vidéo, et en plus si ça te plaît un minimum, je pense qu'on est tous ravis, même si Anya avait envie de réagir, je sens quand t'as dit que t'as parlé de ta partie design. J'ai beaucoup aimé le terme propre. Quel est votre point de vue sur l'esthétique de ce jeu ? Non mais alors sans déconner, je comprends. Moi je pense qu'à l'époque j'étais un peu plus gentille parce que je disais que effectivement ça va être pareil. Ça va être horrible parce que je vais me faire lyncher. Mais j'avais, à la fin de Life is Strange 1, j'avais trouvé la narration bancale. Ouais, je sais. Non, mais... Ah là 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 là. Ouais, je sais. Moi, j'aurais plus dit ça pour le design. Vas-y. Mais sans être moche, je l'ai trouvé quand même assez cool esthétiquement pour l'époque. Encore, je remets dans le contexte parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Mais du coup, en faisant le 2, j'ai vu aucune évolution. Et là, j'ai commencé à me dire, mais franchement, ils se foutent de ma gueule. Mais après, c'est pas du tout la même histoire. C'est pas les mêmes personnages. C'est pas les mêmes personnes. Oui, mais ok. Mais après, t'as quand même des scènes qui sont assez cool. C'est-à-dire que t'as des panoramas qui sont vraiment très très chouettes et tout ça. Et franchement, j'ai joué à des jeux 10 fois plus moches. Enfin, voilà, je me le cache pas, tu vois. Mais ouais, en fait, je pense que j'ai des images très précises. De moments de narration où je me suis dit putain c'est beau et tout, mais effectivement je comprends le terme propre appliqué à cette série-là. Je comprends aussi. Après, on parlait de l'époque, c'est 2015 et on faisait des jeux bien plus beaux à l'époque, mais c'était un parti pris aussi de faire un jeu cohérent, propre. Enfin, tu mets les termes que tu veux, mais pas qui en fout plein la vue, quoi. La narration est beaucoup plus importante. Est-ce que vous avez, vous, mesdames à droite, un peu avancé sur ce défi, ou pas spécialement ? Moi, j'avais plus avancé sur le défi d'avant. Mais c'est bien de faire le défi de voilà, donc c'est comme si Cotrus passait les gens d'Hearthstone, c'est bien de rattraper un peu son retard. Mais... Yes. Je sais pas. Non, moi j'ai lancé ça fait longtemps que j'avais un bouquin de mythologie / poésie médiévale viking.
que j'ai trop de mal à lire. Franchement, je galère à mort parce que c'est énormément de termes techniques et si t'es pas calé un peu sur la mythologie nordique, en fait, t'y pites, mais genre quasi rien parce que les notes de l'auteur, elles sont très très maigres. Mais voilà, j'essaye parce que je m'intéresse au sujet et j'essaye. Donc je sais pas si ça fera partie de l'accomplissement de mon défi, mais on verra. C'est déjà bien. Que Trus, toi Bah non. T'as pas relu Symétrie, t'as pas... Non, écoute, moi je suis plaisir. entrepreneur, donc je sors toujours de ma zone de confort en permanence. Oh là C'est là ton là. métier. C'est Non, magnifique. j'ai pas réfléchi au défi. En plus, je pensais pas plus participer que ça à cette émission. J'ai 2-3 idées en tête, mais c'est pas facile comme défi en fait de se dire c'est quoi ma zone de confort, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc ouais, je vais y réfléchir pour la prochaine fois, je le ferai. Bah, tu peux faire les défis en décalé, mais là, ce qu'on va faire, c'est lancer un nouveau quand même défi, et c'est surtout Ellie qui va le lancer. On en a parlé un tout petit peu dans l'intro, si vous avez bonne mémoire. Dis-nous ce que tu nous beaucoup proposes. ce prochain défi d'ailleurs. Ce sera Traître. ce sera une partie de Among Us avec le crew et ceux du vaisseau qui veulent se joindre à nous. Et voilà, on va bien se trahir comme il faut. Ouais, on l'a déjà un peu fait ensemble il y a quelques jours, mais Oui, tout à avec fait. Zef notamment. Mais ok, avec plaisir pour jouer tous ensemble et compléter avec des personnes du Et vaisseau. je rappelle que le jeu est gratuit sur mobile et 4 € sur Steam. Ouais, c'est pas grand chose pour un maximum de fun. Non, mais c'est vraiment chouette. Exactement. Il y a des bons petits coups de trahison à faire, donc c'est plutôt sympa. Très bien, on va enchaîner tout de suite avec les coups de cœur et je vais tricher un peu, mais j'assume totalement. C'était déjà mon coup de cœur il y a quelques temps dans un précédent Contrecast, mais là je viens de terminer la série et que Trus en a parlé juste avant, et rien que d'entendre le nom, ça m'a presque mis les larmes aux yeux. C'est The Office que j'ai terminé ce midi. J'ai tout fait aujourd'hui en fait, préparer le Contrecast, faire mon défi, mon coup de cœur, enfin bref. Mais pourquoi j'en reparle aujourd'hui? Parce que j'ai fini le double dernier épisode aujourd'hui, et c'est bizarre parce que c'est une série comique qui m'a presque fait chialer, mais genre ouais, presque, je pense pas avoir pleuré, mais il y a eu en fait je me suis hyper attaché à ce faux reportage dans un bureau de gens qui vendent du papier, et j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, l'évolution des personnages est hyper cool. Enfin, ça marche souvent en termes de duo. Alors si vous connaissez un minimum, il y a évidemment Jim et Pam, il y a aussi Jim et Dwight, et en fait c'est plein de... Il y a de tout, quoi. Il y a de l'amour, il y a de l'humour. Enfin, vraiment, pour moi, j'ai eu beaucoup d'émotions alors que là où j'attendais pas. Et finalement, c'est aussi un peu, ça répond un peu au défi parce que n'ayant pas vu la série avant 2020, pour moi, c'était un truc un peu vieillot, un peu moche. Enfin, je trouve que visuellement, c'est pas attirant quand on connaît pas l'histoire. Et en vrai, c'est une putain de série, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça, mais vraiment génial. Je pense que c'est une de mes meilleures séries de tous les temps. Donc là, je suis encore un peu dans l'émotion de l'avoir fini aujourd'hui. Non, ça se sent. Mais pour de vrai, enfin, je sais pas si vous partagez un minimum mon avis, mais enfin, je trouve qu'en plus ça se termine bien. Enfin, ça se termine bien. C'est bien écrit au niveau de la fin, et je trouve que c'est une belle conclusion à ce qu'il pouvait apporter pour clôturer ça. Et ça me fait chier, mais littéralement, de me dire que j'ai plus d'épisodes inconnus en fait. Donc j'aimerais bien qu'il fasse autre chose plus tard, même si ça peut un peu tout casser, mais j'ai trop kiffé, quoi, vraiment. Donc voilà. Je l'ai pas fini moi, mais c'est vrai que c'est des personnages qui sont tellement attachants dans leur nullité. Ils sont nuls, ils sont et en fait c'est pour ça que tu les aimes, quoi. C'est ça. Mais je l'avais défini comme un plaisir coupable pour plein de raisons au début, et ça a quand même évolué. Enfin voilà, j'avais peur qu'il se passe des choses dans la série, j'attendais qu'il se passe d'autres trucs. Enfin, il se passe plein de choses finalement dans ce petit bureau inconcevable où ils ont la même équipe pendant 10 ans. Mais enfin, c'est juste pas réaliste du tout. Mais il y a tellement de punchlines ultra cultes, je trouve. Enfin, je trouve ça incroyable. Toi, tu l'as fini du coup récemment? Non, presque. D'accord. Mais parce que j'en ai trop bouffé en fait, au bout d'un moment, tu vois. Donc là, je vais m'y remettre à regarder la fin. Pour moi, c'est un tour de force au niveau de l'écriture. En fait, je comprends pas. Je m'intéresse pas mal à l'écriture. On en écrit pour des GN, des murders, des jeux, etc. Donc je m'attache pas mal à réfléchir à comment t'écris tes personnages, les différents styles d'écriture. Et j'ai toujours pas compris en fait cette écriture-là. C'est un ovni pour moi. Je comprends pas comment ils ont pu réussir à... Enfin, comment on fait en fait? Comment on fait pour écrire ça? Parce que c'est à la fois absurde, c'est pince sans rire, c'est du rire jaune, c'est toujours hyper bien trouvé, c'est moralisateur mais dans le bon sens du terme. C'est incroyable, je trouve. Enfin, je sais pas comment ils ont fait pour écrire des personnages comme Dwight, comme mince, du coup je me rappelle plus du nom du patron. Michael. Michael, ce personnage-là, c'est un mystère pour moi. Mais Comment t'écris un personnage, comment tu le conçois? Alors
ça évolue, il n'était pas comme ça dans les premières saisons, mais en fait il a une justesse, il a une humanité qui est... Et pourtant il est creepy, pourtant c'est un con aussi, mais en même temps c'est pas un Complètement. con. C'est fou quoi. Enfin, et ce personnage-là, moi il me retourne parce qu'il est, il est tellement humain, il est tellement con en même temps. Enfin, je me répète, pardon, mais c'est fait d'une certaine façon. Et je parle même pas de la réalisation qui est aussi un parti pris vraiment osé. Mais l'écriture de ces personnages et les dialogues et la façon de les interpréter, elle est ouf quoi. Enfin, je connais pas d'autres séries qui ressemblent à ça quoi. Et rien que pour ça, je pense que n'importe qui doit voir The Office. Alors, je sais pas si c'est la seule série qui fait ça, mais un élément de réponse par rapport à l'écriture, c'est qu'en fait, ils ont une ligne directrice, enfin, ils ont le scénar, mais ils ont le droit d'improviser et parfois ils gardent des scènes en fait. Donc je pense que c'est pas que de l'écriture, mais c'est aussi un jeu d'acteur important qui fait qu'ils ont parfois enregistré des trucs qu'ils n'avaient pas prévus. Et ça se sent parce que ça fait hyper naturel, malgré, comme tu dis, un certain malaise parfois. Et c'est Ricky Gervais derrière aussi. Aussi, exactement. Donc voilà, lui c'est un génie, ce mec a de l'humour, donc ça m'étonne pas, mais ouais, franchement, c'est une prouesse d'écriture, cette série. Et après, je peux comprendre qu'on n'aime pas, parce que c'est très spécial, mais dès que tu t'accroches et dès que tu rentres dedans, après, tu peux plus t'en séparer. Tu peux te la péter avec les mêmes après sur Internet. Et ce qui est assez fou, c'est que je comprends maintenant tous les gifs. Enfin, c'est con, hein, mais j'en ai utilisé pendant des années sans les comprendre, mais c'était raccord avec ce que j'ai envie de dire. Et maintenant, je suis putain, mais ouais. Enfin, le no de Michael, ce gif que je trouvais incroyable, et quand je l'ai vu, j'étais fou, quoi. Tu sais que je l'ai attendu. Je l'attendais. Mais tellement. Je fais, putain, c'est toujours pas dans la Il arrive tardivement, mais tu te dis, bon, c'est un mini spoil pour ceux qui n'ont pas vu, mais au moment où il arrive, tu fais, oh, ah ouais, c'est maintenant. Enfin, je suis en train de vivre le gif. Enfin, c'est débile ce que je dis, mais bref. Moi, j'ai un peu cassé l'ambiance parce que moi, j'avais commencé 2 premiers épisodes et j'avais pas du tout accroché. Et c'est la fin du Contrecast. Merci à vous. Parce que je revenais de au moins 3 ou 4 saisons de Brooklyn Nine-Nine, qui a un humour qui est très drôle aussi. Qui est très drôle aussi, mais qui a rien à voir. Et du coup, je pense que je vais redonner une chance à The Office. Mais c'est vrai que voilà, j'avais pas du tout accroché au début. Moi aussi, hein, j'y suis allé à plusieurs fois. Hein. C'est quand on en a reparlé ici que je me suis dit, ok, faut que Et Jim, c'est Jack Ryan, et ça, c'est complètement fou aussi. J'avais pas reconnu. Ouais. Et on le voit pas mal évoluer d'ailleurs, tout au long de la série. Même physiquement, il y a plein de choses qui changent sur lui, quoi. C'est assez fou. Et je suis content de savoir que vous avez envie de donner une chance. Mais je crois de mémoire que la saison 1, qui est assez courte, avec 6 épisodes, n'avait pas bien fonctionné. Et genre, ils ont fait une 2 pour voir, et ils ont été jusqu'à la 9. Quoi. Donc, ce qui est quand même plutôt révélateur. Bref, c'était pas une chronique, c'était un coup de cœur, un gros coup de cœur sur cette série, parce que c'est la deuxième fois que c'est mon coup de cœur. Et je vais passer la parole à Julie pour parler de ton coup de cœur de cette fois-ci. Alors c'est un coup de cœur, mais c'est un peu honteux quand même. J'ai vu pour la première fois Red Sonja, le film. Donc en français, Calidor ou la légende du talisman. Donc aucun rapport. Red Sonja, Calidor. Comment ? C'est Red Sonja. Mais ouais. C'est pas vrai. Bah si. Alors. C'était quand même assez nul le film. Coup de cœur. Mais Brigitte Nielsen qui est génialissime en Red Sonja quoi. Et donc oui, alors en fait à la base c'était Red Sonja et le titre original, mais quand c'est sorti en France, ils ont appelé ça Calidor, la légende du talisman. Donc le perso qui est interprété par Schwarzenegger pour le mettre en avant pour faire vendre le film au public français, donc sympa. Sachant que Calidor est complètement secondaire dans le film. Et donc sur les affiches, tu avais Schwarzy en premier et Calidor mis en avant alors que c'était pas le sujet. Et aussi très rigolo, ça devait être le personnage de Conan dans le film. Mais pour une raison de clearance de droit, ils n'ont pas pu mettre Conan dans le film. Non, mais pour vous dire à quel point c'est nul. Donc du coup, ils ont fait un personnage, genre un ersatz de Conan. Calidor qui a la même tête, qui est pareil et qui est interprété par Schwarzenegger également. Voilà, donc c'était vraiment bien nul, mais Brigitte Nielsen, elle est, moi je l'adore, elle est très très forte. Déjà, elle a une plastique exceptionnelle. Elle est et puis je l'aime beaucoup parce que c'était je sais pas si vous avez eu aussi dans votre enfance une passion pour La Caverne de la Rose d'Or. Ce téléfilm italien d'Heroic Fantasy qui passait à peu près tous les Noëls sur M6 en plusieurs épisodes, uniquement quand il pleuvait, voilà. ça te dit quelque chose, ça me dit Ania ? quelque chose. Maintenant que tu me dis que ça s'est passé sur M6, c'est possible. Ouais. Et
Fantagaro. Voilà. Ah oui, Fantagaro. ok. Donc Fantagaro qui finalement décidait qu'elle voulait pas être une nunuche, se couper les cheveux, se faisait une coupe de Mireille Mathieu et puis apprenait à se Très battre. bien. Et ben la méchante sorcière, la sorcière noire, était interprétée par Brigitte Nielsen. Voilà. Donc du D'accord. coup depuis gamine, j'aime beaucoup voilà Brigitte Nielsen. Donc, prochain film The Barbarian avec les jumeaux. Voilà. C'est de la même époque, c'est génial. Tu vois. Hailey, ton coup de cœur. Alors, c'est une série sur Netflix, c'est coréen. C'est It's Okay Not to Be Okay. Et je pense que si Zef était là, il serait en train d'hurler. Parce qu'on a regardé le final épisode en remote. Et on était là, oh, elle est trop belle, elle est trop beau, oh, le bisou, tout ça, bref. Et non, mais franchement, c'était incroyable. Je pense qu'il dirait ah mais c'est oufissime. Mais vas-y. Ouais, non, mais ah non, mais il dirait c'est magistral carrément. Et donc en gros, c'est un drama avec une héroïne, enfin une protagoniste, mais elle est un peu beaucoup toxique, mais elle est incroyable. Je sais pas, elle est trop canon, elle est trop. Je sais pas, j'étais hypnotisée par cette histoire et je trouve que les thèmes abordés, donc en gros, ça parle. Je sais pas comment définir l'histoire en fait, parce que donc en gros, t'as une nana qui a une mère qui est un peu voilà, elle vit dans un château, elle a une personnalité très sombre, puis elle rencontre un gars qui a son frère qui est autiste. Et c'est un mélange enfin c'est très bienveillant tout en étant un peu sombre sur les thèmes. J'ai du mal à vous le décrire parce que c'est tout ça pour dire allez le voir, mais ouais, enfin je pense que j'avais parlé de Crash Landing on You sur un autre contrecast, et bah là je crois que c'est un des meilleurs dramas en termes de c'est tellement bien joué, je suis impressionnée quoi. Enfin, vraiment on a vraiment alors oui, évidemment, il y a un bisou, hein. Mais là, c'est des vrais. Non, mais... Spoil. non, mais enfin, bref, oui, parce que vous vous doutez bien avec drama coréen, quoi. Mais là, c'est des vrais trucs. Et j'étais là, je fais ah oui, ça va, Avec ils la vont langue évoluer. et tout quoi. Ouais, voilà. Et je dis ouais, ça va évoluer et tout, c'est trop bien. Et non, franchement, c'est quoi? C'est sur. Non, en fait, ça s'est fini cet été, le 9 août. Ça a été diffusé le 20 juin. Et c'est le drama phare de cette année, quoi. Un drama coréen. Vous cherchez un drama coréen? Prenez celui-là sur Netflix. Voilà. C'est bien vendu. Bah, Zef, je crois qu'il a apprécié en tout cas, comme tu dis. Il en a J'espère. déjà De parlé. toute façon, c'est obligé. C'est obligé alors. Quetrus. Mais je suis pas chroniqueur. Ouais. Non mais si, t'es C'est comment chroniqueur. il essaye T'as de- juste pas chroniqué aujourd'hui, mais t'as réagi à tout et t'as le droit d'avoir un coup de cœur récemment. Ça peut être les impôts, ça peut être ce que tu veux, je sais pas. Enfin, non, tu parlais tout à l'heure de travail, donc je sais rien. T'avais pas aimé un jeu qui s'appelle Hades? Si, mais bon, j'aurais voulu chroniquer celui-là. Eh ben, tu veux le chroniquer une prochaine fois, c'est un peu un teasing dans le Voilà, prochain on épisode. fera ça. Ça, c'est mon coup de cœur du moment. Et sinon, si j'ai regardé le premier épisode de Mars, la série, et j'aime bien le mélange fiction-réalité. C'est drôle, très intéressant. Voilà. Si vous nous écoutez, dites-nous ce que vous en pensez. Vous l'avez vu. Ouais, réagissez Sur sur partout, voilà. Sur le 10. Sur le Discord. Oh là là. Tu parles du lien qui est en bas, encore une fois. C'est Mais- ça. Et c'est incroyable, c'est bien fait. Et j'ai oublié donc Anya. Je t'ai pas oublié parce que t'étais noté sur mon petit fichier. Ouais, ouais. Mais Ouais, ouais. On y croit tous. heureusement que je note. Non, autre produit Netflix. Alors, je sais pas si je peux parler d'un coup de cœur, mais en tout cas, ça m'a marqué, puisque en plus, je l'ai fini tout récemment. Donc, c'est le tout nouveau produit des mêmes réals que American Horror Story, à savoir Ratched, joué avec Sarah Paulson. Que j'adore, vraiment une actrice que j'ai connue très tardivement parce que ça fait longtemps qu'elle est dans le milieu, mais je l'ai connue très tardivement avec les American Horror Story, et je trouve cette femme assez incroyable dans la posture, dans sa façon de jouer, dans son visage, et voilà, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment une femme qui marque l'esprit. Et Ratched, pourquoi alors le pitch, donc c'est donc Sarah Paulson qui joue en fait Miss Ratched, Mildred Ratched, qui est en fait une infirmière qui va rejoindre un centre psychiatrique dans un petit patelin près de la Californie, je crois, si je me trompe. Et grosso modo, voilà, elle va découvrir
tout le milieu psychiatrique avec les différentes pathologies. Elle va découvrir les nouvelles opérations un peu incroyables à l'époque, enfin révolutionnaires à l'époque, qui sont la lobotomie, enfin les trucs un peu glauques, quoi. Mais c'est axé sur ce personnage-là, mais voilà, t'as tout un truc qui se construit autour de ce personnage-là. C'est un peu cliché, ça fait vraiment, ça a une esthétique presque Hitchcock dans la façon dont c'est filmé. Il y a vraiment des scènes très emblématiques et une esthétique qui est assez incroyable. Il y a des scènes qui marquent et qui sont absolument magnifiques en termes de choix de couleurs, en termes de cadrage. Je pense que c'est principalement pour ça que ça m'a autant marqué, parce que après voilà, c'est beaucoup, c'est presque une série un peu noire, tu vois. Ça reprend les mêmes codes en tout cas, et c'est porté par des acteurs qui sont absolument fabuleux, qui sont très connus parce qu'ils ont fait, ils en sont à leur 100e produit Netflix, parce que c'est généralement des mecs que tu recroises dans les castings de toutes les séries phares Netflix, et non, c'est très très beau, et voilà, et j'adore Sarah Paulson, vraiment grande femme. Ouais, elle est incroyable. Ouais. Dans American Horror Story, elle est... Ouais. Quand elle joue la siamoise dans le 3, ouais, exactement. Elle est très très forte. Eh bien, merci pour ces coups de cœur. On arrive au bout de cet épisode 23 du Contrecast, et évidemment on va faire un petit récap sur les chroniques. Donc il y a Hailey qui nous a parlé de We Happy Few, Julie de Enigma Marcher et enfin Anya de Heiku. On a parlé des filles, on a parlé des coups de cœur. Déjà merci à la team. Est-ce qu'on peut faire vos petites promos respectives, à commencer par toi Queutrus, où est-ce qu'on peut te retrouver en dehors de ce Contrecast? Dans Comics Outcast, par exemple. Dans Whisperos. Normalement on va enregistrer un nouvel épisode. On n'en sort pas beaucoup, mais à chaque fois c'est des gros morceaux. Et puis sur le Discord de VHS, je discute pas mal en ce moment dans le salon musique. D'accord. Et le salon arcade où on parle que de Hades. Okay. Voilà, c'est ça qu'on veut. Enfin, moi et quelques-uns. D'accord. T'as un seul compte, c'est pas toi qui te parles à toi-même Non. Chut. Oh, pardon, ok. Donc je vais logiquement passer la parole à Julie, puisque tu l'as regardé en parlant de Whisperos. Oui, on se retrouve dans Whisperos avec en effet un nouvel épisode bientôt en préparation. Trop bien. Toujours un épisode Vaisseau Hyper Sensas, évidemment. À toi, Anya, que je n'ai pas oublié parce que j'ai indiqué ton nom sur la liste. Deuxième fois. Sur Twitter, de façon épisodique, Anya_gaming. Comme Life is Strange, en fait, t'apparais. Ouais, j'apparais par épisode. J'ai des recrudescences d'activité sur Twitter où un jour je vais être morte et puis le lendemain je vais revivre sur Twitter. Sinon, sur Instagram, Cécile_Y, où voilà, je poste de temps en temps ce que je fais en ce moment. C'est bien. Et on termine le tour de table avec toi, Hailey. Eh ben, tout simplement avec Hello Hailey, que ce soit sur Insta ou sur Twitter, c'est simple. Et je sais que tout le monde m'a fait la blague à chaque fois qu'on m'envoie un message. Hey, Hello Hailey, Hello Hailey. Mais faut arrêter ça. On te retrouve en tant qu'imposteur dans les vaisseaux Exactement. de Among Us. D'ailleurs, hâte de faire cette partie. Eh ben, hâte aussi. Oui. Et en parlant de vaisseau, évidemment, on va reparler du vaisseau Hyper Sensas, le VHS, vous l'aurez compris tout à l'heure, le petit clin d'œil. Donc, comme vous savez, on a ce qu'on appelle un Patreon. Il y a toujours le petit lien qui est indiqué en bas. Donc, évidemment, le podcast, le Contrecast est gratuit. Mais si vous avez envie de faire un petit don pour nous remercier, pour faire en sorte qu'on continue à augmenter la qualité du studio dans lequel on enregistre, enfin du vaisseau, toujours, et c'est toujours sympa de faire un petit don. Ce sera évidemment pris avec plaisir. Et si vous voulez qu'on vous cite parce que vous avez contribué au Patreon grâce au Contrecast, vous mettez votre petit nom dans le Discord et on se fera un plaisir de vous citer lors de la prochaine émission. Évidemment, vous pouvez aussi vous abonner, et ça c'est entièrement gratuit sur Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast et compagnie. Et on peut aussi citer le nombre de chroniqueurs du jour, si on compte Queutrus. Ça fait... Et Queutrus et moi, du coup, qui un peu chroniqué The Office, ça fait combien, Anya? Tu m'as regardé bizarrement. On est combien autour de la table, en fait, tout simplement? Je crois qu'on est 5, non? Je crois que c'était un peu nul. Je préférais ma blague de la fois d'avant avec le Belkin, mais on est 5, et c'est comme le nombre d'étoiles que vous allez mettre sur Apple Podcast. Pour Ah nous non, aider. c'est pas vrai. Comment Mais t'interromps pas. Ah pardon, c'est incroyable, tu m'as surpris. Ouais, mettez 5 étoiles, et encore une fois, si vous l'avez déjà fait, c'est pas grave, et merci, mais vous prenez le téléphone de votre voisin de gauche ou de droite, après vous êtes lavé les mains ou désinfecté, pour mettre 5 étoiles sur son téléphone et être abonné. Merci beaucoup, je n'ai plus de salive, on se retrouve le mois prochain, merci à toutes et tous d'avoir chroniqué, c'était très cool, et
À dans un mois, à peu près. Salut. Salut. Salut à tous. En fait, le Patreon, c'est un peu comme le Club Dorothée.